Bienvenue pour ce 7e épisode de nos web-séries Carré. Donc aujourd'hui, on va parler optimisation de la pulvérisation grâce aux machines de traitement de l'eau. Et donc on fait ce webinaire en partenariat avec ECHO, donc avec Bernard et Audrey qui sont avec nous aujourd'hui et qui se présenteront juste après. Donc vous rappelez que ce webinaire est enregistré, qui sera disponible en replay sur notre page YouTube, donc qui porte le même nom que nous, donc Groupe Carré. Vous pouvez aussi retrouver tous les anciens épisodes, donc ceux qu'on a fait sur le stress hydrique par exemple avec l'allemand, le capteur IGO, les dernières évolutions de la PAC, tout savoir sur le carbone, les différentes méthodes et les marchés pour les agriculteurs. Un webinaire sur le changement climatique et les impacts pour nos régions agricoles et le dernier sur l'agrivoltaïsme. Un petit mot sur la ferme pilote, donc qui on est déjà, donc on est 4 personnes plus un alternant. Donc Philippe ici présent qui chapeaute l'ensemble de l'équipe. On a 2 David, un David à l'expérimentation et un David à la technique, et moi-même qui fais toute la communication, l'animation et l'organisation des formations pour les agriculteurs tout au long de l'année. On a donc 3 principales activités, tout ce qui est autour de l'expérimentation et de la recherche et développement, la formation et la transmission de compétences auprès des agriculteurs, et aussi la diffusion de tout ce qu'on fait et le lien avec nos partenaires. Et on est aussi à l'appui de développement de solutions comme des nouveaux capteurs ou des nouvelles solutions. Et on a, oui, je disais, un apprenti, donc Julien, qui s'occupe de notre programme qui s'appelle Sol Vivant pour faire le lien avec l'entreprise Nestlé et l'agriculture régénératrice. Donc, si on rentre un peu plus dans le sujet du jour, donc la pulvérisation a de nombreux défis. Déjà, la conformité avec des nombreux cahiers des charges spécifiques, type HVE, par exemple. Il y a pas mal de choses qui passent par la performance agronomique et économique par rapport aux produits phytosanitaires. Il faut aussi pouvoir faire toute la traçabilité des interventions, et on a surtout les enjeux environnementaux par rapport à l'eau, à l'air et à la gestion de la dérive. Donc, il y a une grosse importance sur l'optimisation de ce sujet, et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui. La réussite des applications phytosanitaires passe par plusieurs points. Donc, on a déjà la plante en elle-même, quelle culture c'est, est-ce que c'est plutôt un adventice, est-ce qu'on va plutôt pulvériser des ravageurs, le stade de la plante, l'état végétatif, est-ce qu'il est plutôt en phase de croissance active ou non, quelle est la texture de la cuticule, on sait qu'il peut y avoir des cuticules lisses, un peu rugueuses, etc. On a aussi le sol. Lorsqu'on fait des herbicides racinaires, il faut faire attention au type de sol, à l'humidité du sol, la situation géographique. Les produits en eux-mêmes, on sait que les matières actives n'ont pas forcément toute la même stabilité dans l'eau, dans un certain pH, donc il faut faire attention à tous ces paramètres pour optimiser les produits. Et on a aussi toutes les conditions climatiques, qu'elles soient avant ou après les traitements, l'hygrométrie pendant le traitement, le vent, la température. Et donc aujourd'hui, on va surtout faire un focus sur l'eau et le lien entre l'eau et les produits. Donc on va parler eau et produits et machines de traitement de l'eau, mais il ne faut pas aussi oublier les adjuvants. Les adjuvants ne remplacent pas toutes les fonctions des stations de traitement de l'eau, et inversement, les stations de traitement de l'eau ne remplacent pas toutes les fonctions des adjuvants. Donc un petit rappel sur les adjuvants, ça permet d'améliorer l'efficacité de vos traitements, de réduire les doses de vos produits de protection des plantes. Ça peut améliorer l'adhérence de vos gouttes sur les plantes, et ça assure une meilleure pénétration des actifs. Donc il existe plusieurs fonctions selon les adjuvants, donc ils peuvent être étalants, pénétrants, rétenteurs, améliorer l'adhésivité du produit, limiter la dérive. Dans le pulvérisateur, ils peuvent aussi avoir un impact sur le fait de ne pas créer trop de mousse, d'homogénéiser la bouillie, d'être acidifiant. Donc, si vous voulez retrouver un peu plus d'infos sur les adjuvants, on a un guide dédié à ça que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans toutes nos publications. Et donc, pour tout ce qui est des avantages des stations de traitement de l'eau, je vais laisser la main à Audrey et Bernard pour se présenter et puis pour nous parler de ce sujet. Ok, merci Maud et bonjour à tous. Donc ravie de pouvoir
réaliser ce webinaire avec vous pour parler du traitement de l'eau. Donc moi, je suis Audrey Durand. À côté de moi, donc mon associé Bernard Bourde. On a créé la société ECO depuis 2016, spécialisée justement dans des unités de traitement de l'eau pour la pulvérisation et pour l'optimisation des traitements agricoles. Voilà, donc je laisse la parole d'abord à Bernard pour vous introduire un petit peu le contexte et puis ensuite décliner ensemble quelle est l'importance de l'eau, pourquoi on a vraiment besoin de savoir quelle eau on a sur notre exploitation et comment on peut arriver à la paramétrer pour que la rendre performante, pour pouvoir servir derrière à pas mal d'aspects et pas mal d'applications. Bonjour à tout le monde, Bernard Bourde, je me présente. J'ai travaillé pendant 35 ans dans la distribution et donc dans le suivi technique agricole, dans la coopération et dans le négoce agricole. Et à ce moment-là, je m'étais aperçu qu'il y avait des différences d'efficacité, d'application, de suivi de produits. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de travailler de façon intensive le traitement de l'eau. Donc, ce traitement de l'eau, il a pour but d'optimiser tous vos traitements phytosanitaires, biocontrôle et biostimulants. La première question qu'il faut que vous posiez, c'est j'ai quoi comme eau, quelle est la dureté de mon eau, quel est le pH de mon eau et quelle est sa conductivité. Tous ces paramètres que vous allez vous poser la question vont bien sûr rentrer dans un contexte actuel qui est en gros une économie d'utilisation de produits phytosanitaires pour rentrer dans des paramètres d'HVE, de certification, de répondre un peu mieux au plan éco-phyto et troisièmement, de répondre à une demande sociétale, c'est d'avoir une utilisation un peu plus raisonnée et un peu plus appliquée de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, dans la démarche de ce qu'on va vous présenter ce matin, je vais vous parler de traitement de l'eau, donc de filtration, d'adaptation de pH, de température et de conductivité. Tout ça, bien sûr, dans le but d'améliorer l'application de vos produits phytosanitaires, biocontrôle et biostimulants. Comme l'a dit Maud, le traitement de l'eau va avoir une certaine fonction, mais ne pourra pas tout remplacer, et on va en parler ce matin. Donc, dans la filtration, aujourd'hui, on va parler de à quoi sert la filtration. Elle sert notamment à éviter les dégradations des matières actives en supprimant toutes les matières organiques et en faisant précipiter les éléments minéraux. Dans un deuxième temps, on va parler de TH. Le TH, c'est quoi? C'est tout simplement la dureté de l'eau. La dureté de l'eau va demander tout ce qui est la charge en calcium et en magnésium de cette dureté qui va être exprimée en degrés français. Donc, sur la France et sur l'Hexagone, on a des variations de TH qui varient de 5 à une eau douce jusqu'à des eaux très agressives avec des TH qui avoisinent des 35 à 40 degrés français. Donc, vous comprenez bien que dans ce système-là, on ne pourra pas avoir les mêmes efficacités de produits et de matières actives si on a des duretés, des TH relativement importantes ou des TH faibles. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en gros, ça va avoir une liaison sur ce qu'on appelle un phénomène de complexion, qui est en gros des cations qui vont s'équilibrer avec des anions. Donc, en fait, la dureté, qui est la charge de calcium et de magnésium, c'est des ions positifs, du calcium et du magnésium, qui va aller s'équilibrer avec des anions et qui va prendre de l'efficacité des produits phytosanitaires. Donc, produits phytosanitaires, biocontrôle et biostimulants. Ce qui veut bien dire que, en gros, la première chose qu'il faudra faire, c'est enlever cette charge de dureté qui, en gros, va nous jouer sur les phénomènes de complexion. Donc, un petit exemple qu'on vous donne, c'est qu'en gros, le glyphosate, sur une application d'eau dure, va avoir un phénomène de complexion un peu plus importante quand l'eau ne sera pas traitée
travaillée par la station ECO que plutôt une eau travaillée par la station ECO où il y aura moins de phénomènes de complexion. Donc vous apercevez que sur le slide, en gros, on a un résidu de calcium et une flocculation de calcium sur la feuille qui permet d'avoir une moins bonne efficacité et une moins bonne pénétration du produit dans de la feuille. Vous avez sur le côté une petite image avec de l'eau douce et de l'eau dure avec les herbicides, ce qui nous imagine la dureté de l'eau. Quand on a parlé de dureté de l'eau, on va parler de pH. On va parler de pH qui est en gros l'acidité ou pas l'acidité de l'eau. Donc un pH peut être acide ou peut être basique ou peut être neutre. Un pH neutre, c'est à 7. Et chaque produit phytosanitaire, biocontrôle ou biostimulant, sur sa fiche de sécurité, a un pH à respecter. Ce pH va avoir comme importance le suivi du support de l'eau comme l'eau doit être dans la pulvérisation. Je vous ai montré sur ce slide une importance du pH en fonction des éléments nutritifs. Donc on s'aperçoit que du calcium, s'il n'est pas dans un pH à 7, 7,5, ben, l'absorption ne se fera pas correctement. Inversement, une solution de manganèse ou de zinc, si elle n'est pas dans une solution de 4,5 ou de 5, il y aura une très mauvaise absorption de ces éléments minéraux. Ça veut bien dire quelque chose, c'est que le pH du support a une relation très importante avec le pH du produit pour éviter des phénomènes de complexion. Vous avez un exemple de stabilité de matière active. Ça veut dire quoi la stabilité de la matière active? Vous prenez un exemple comme le produit de la pomme de terre, qui est le Symbal 45. C'est un produit qui a une demi-durée de vie. Donc, c'est quoi une demi-durée de vie de produit? C'est le produit à un certain pH va avoir une pleine efficacité ou va avoir une efficacité divisée par 2. Je reviens sur le Symbal 45, on s'aperçoit que ce produit-là a un pH de 5, a une demi-durée de vie de 144 jours. Ça veut dire que ce produit a une pleine efficacité pendant 144 jours, un pH de 5, et qui, au bout de 144 jours, la moitié de l'efficacité, le produit perd la moitié de son efficacité. Si vous revenez sur ce même produit, quand il se situe dans un pH 7 à 9, vous apercevez qu'il a une demi-durée de vie de 45 minutes ou 45 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit, dans un support à 9, il va avoir une efficacité pendant 45 minutes et au bout de 45 minutes, la moitié du produit sera mort. Vous avez d'autres exemples qu'on vient de vous donner sur le Bétanol Booster. Le Bétanol Booster, il a besoin d'un pH à 3. Donc le Bétanol Booster, c'est 2 matières actives, le fenmidifam et le dimidifam, qui ont des variabilités d'efficacité en fonction de leur pH. Exactement dans le même système, on vous a donné un exemple de Safari Duo, où vous voyez qu'à l'opposé de ces deux premiers produits, le Safari a besoin d'un pH voisin de 7, donc de la neutralité. Et en céréales, on vous a aussi donné un exemple d'une sulfonyrée qui a besoin d'un pH à 7 pour avoir une bonne efficacité de ce produit-là. Tout veut bien dire que, en gros, l'efficacité du produit, s'il est mis dans une eau avec un TH correct et un pH correct, on aura de meilleures efficacités avec ce produit qu'avec d'autres. Donc, on va vous donner un exemple de mélange. Donc, tout simplement, quand on mélange un Symbal 45 avec un D6 Protec, c'est de faire attention à sa fiche de sécurité. Donc, le Symbal 45, on nous annonce un pH à 5,4 plus un D6 Protec avec une variabilité de pH de 2 à 4. Donc, on prendra, on ne fera pas de moyenne de pH, on prendra tout simplement le pH le plus stable, qui est le pH du Symbal 45, et on affichera ça à un pH de 5,4. Voilà. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est ces différences de pH. On est bien d'accord qu'on fera très attention avec un produit
acide un produit basique qu'on évitera de mélanger. Et on fera très très attention à, quand on mélange deux produits, leur acidité et leur demi-durée de vie pour avoir un mélange le plus homogène possible. Le troisième point, c'est la conductivité. La conductivité, c'est quoi? C'est la charge électrique que vous allez mettre dans votre support, qui est l'eau. Cette charge électrique, elle va avoir comme fonction de dilater le stomate du végétal. Vous prenez un exemple, c'est de l'eau qui vient d'un forage peut avoir une conductivité de 600 à 800 microsiemens. De l'eau qui vient de la mer va avoir une conductivité de 55 000 microsiemens. De l'eau qui vient du ciel de la pluie, c'est de l'eau qui va avoir entre 100 et 200 microsiemens. Donc, vous comprenez bien que les eaux ne sont pas les mêmes et que les conductivités ne sont pas les mêmes. Et par le biais du traitement de l'eau, on peut faire varier la conductivité, ce qui va nous permettre de faire rentrer des produits plus ou moins rapidement dans la plante. Donc, sur ce slide, je vous ai fait voir des cuticules et surtout des stomates qui ont comme fonction de rentrer les éléments minéraux dans la plante. Et on s'aperçoit que c'est les forces de l'eau et les forces de sulfate de potassium ou sulfate de sel qui nous permettent de diluer les stomates et de faire rentrer un peu plus vite le produit dans la plante. Cette opération a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça nous permet d'avoir des produits qui vont beaucoup plus vite sur leur cible. Et le deuxième intérêt, c'est que ça nous permet d'avoir de meilleures efficacités sur tous les herbicides totaux pour permettre d'avoir de meilleures efficacités. Le troisième point aussi, c'est que ça nous permet d'avoir beaucoup moins de dérives dans la pulvérisation, puisqu'on a on a une eau et une goutte qui est chargée en conductivité, donc on a beaucoup moins de dérives dans la pulvérisation. Donc, on a maintenant défini des conductivités par culture. Ça veut dire que on sait qu'il y a des cultures qui peuvent accepter des conductivités variables entre 1600 à 1800 microsiemens, donc 1,6, 1,8. Et on a certaines espèces, certaines cultures qui, par contre, n'acceptent pas du tout des conductivités élevées, qui sont les oignons, les échalotes, le pois, les pois de conserve, les haricots. Voilà, c'est des cultures qui, par principe, si elles ont des fortes conductivités, ont des brûlures assez régulières. On définira aussi que dès qu'on fera des herbicides totaux ou des déphanages, l'intérêt, c'est de monter des conductivités pour permettre d'avoir de meilleures efficacités du désherbant et du défanage. Le dernier point, c'est le point de la température. La température, tout simplement, elle a un rôle d'avoir un meilleur mélange du liquide avec des poudres ou des WG, donc une meilleure miscibilité. En aucun cas, elle a quelque chose de gain de production sur le traitement de l'eau. La température n'aura qu'un rôle de miscibilité. Donc, ce que je voulais vous expliquer là, c'est sur des bases techniques. Donc, maintenant, Audrey va vous présenter les deux machines qu'on développe. Les deux unités qu'on développe. Voilà, donc sous le principe justement de vouloir, avec une eau que vous avez à disposition sur votre exploitation, pouvoir la rendre la plus performante et la plus personnalisée possible, comme vient de vous le dire Bernard, au niveau du pH, de la conductivité, pour qu'elle soit performante. Nous, aujourd'hui à ECO, donc, nous avons deux unités qui nous permettent de pouvoir travailler l'eau. La première, donc, c'est l'ECO-S, notre première unité. La seconde, c'est l'ECO-module. Donc, on va vous montrer en fait quelles sont les fonctions de ces unités-là. Donc, la première des choses, c'est que nos deux unités aujourd'hui ont les actions primordiales qui sont de la filtration, la déminéralisation pour nettoyer l'eau de tous les éléments qui peuvent dégrader les matières actives, la régulation du pH pour venir ajuster le pH au bon pH qu'a besoin le produit, le fait de pouvoir travailler, comme l'a dit Bernard, la conductivité sur l'ensemble des cultures et en fonction de ce qu'on a besoin d'en faire. Donc,
nos deux unités permettent de faire ces principales fonctions. La différence après que vous avez entre les deux unités, c'est que l'EcoS fait les choses les primordiales. L'écomodule va un peu plus loin dans beaucoup d'aspects, notamment le fait de pouvoir chauffer l'eau, donc qui est un paramètre supplémentaire pour la bouillie pour qu'elle puisse être mieux diluée. L'écomodule va pouvoir préparer des gestions, faire une gestion de cuves différenciées, c'est-à-dire avoir la possibilité de préparer dans des cuves différentes, des eaux différentes pour des traitements différents. Le fait de pouvoir combiner des cycles, c'est-à-dire pouvoir charger son eau, aller pulvériser et savoir que la machine est en train de repréparer de l'eau exprès pour pouvoir recharger sans perdre de temps par rapport au créneau de pulvérisation qu'on a besoin d'avoir. Et la dernière chose, c'est de pouvoir, avec l'écomodule, avoir des préparations très importantes avec le fait de pouvoir additionner beaucoup de cuves si on a réellement, par exemple, plusieurs atomiseurs ou plusieurs pulvérisateurs qui ont besoin de venir en même temps charger de l'eau. Donc voilà la différence entre nos deux unités. Pour vous donner un petit peu plus le fonctionnement des unités, donc là vous voyez en visuel, vous voyez l'EcoS d'un côté qui est la machine la plus simple avec le maximum d'actions à faire, mais qui garde un volume assez standard en termes de préparation d'eau. Et à côté, vous avez donc l'écomodule où là, on peut aller sur des litrages très importants avec le fait, par exemple, vous voyez là, 3 cuves bleues. Sur ces 3 cuves, en fait, cette exploitation, par exemple, fait une cuve qui est dédiée que au désherbage, une autre cuve qui va être dédiée simplement aux fongicides et la troisième cuve qui va être dédiée aux herbicides totaux. Voilà, donc ça va permettre vraiment d'avoir le fait de pouvoir manipuler la machine en fonction d'un lieu d'implantation et surtout des besoins que chaque exploitation va avoir. On va mettre en face le litrage d'eau qui a besoin, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit film, voilà, qui permet très facilement de comprendre ce que fait finalement l'eau et comment elle va arriver dans l'unité. Donc, on rappelle, voilà, le pH et tout ce qu'il faut aujourd'hui adapter pour que l'eau soit exactement au bon profil. Donc, clairement, on a notre unité écomodule dans laquelle va arriver l'entrée d'eau. L'utilisateur, lui, a un écran tactile où il va mettre le volume d'eau qu'il a besoin de préparer. De là, il va aller chercher sur sa liste personnalisée le produit ou le mélange de produits avec les paramétrages associés. Il va lancer sa machine et la machine va, elle, automatiquement préparer l'eau avec un cycle 1 qui est le cycle de nettoyage de l'eau, clairement, où là, on va enlever ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'enlever le fer, les matières organiques, le fait également de pouvoir enlever tous les cations positifs qui vont complexer les matières actives, donc les minéraux. Une fois que ce nettoyage a commencé, le cycle de brassage va se mettre en route. Ce cycle de brassage va permettre de réguler le pH, la conductivité, la température en fonction des consignes qu'a donné l'utilisateur sur son écran tactile. Voilà, donc base acide pour régler le pH selon le produit, une conductivité plus ou moins haute en fonction de ce qu'on a besoin de faire sur la culture. Et voilà, le fonctionnement, le process va se mettre en route et tant que les consignes ne sont pas atteintes, la machine va continuer à réguler et à travailler l'eau jusqu'à ce qu'on ait nos 1000 ou 3000 litres qui soient atteints dans la cuve et qui permettent après, en fait, à l'agriculteur de venir charger cette eau dans le pulvé, de réaliser le mélange pour partir avec sa bouillie et aller pulvériser correctement au champ. Voilà, donc ça c'était pour vous donner simplement le fonctionnement rapide de comment l'eau va circuler dans l'unité et va avoir à être travaillée. Aujourd'hui, le programme, c'est ce qu'on a regardé, c'est qu'aujourd'hui, chaque agriculteur, finalement, va, lui, n'avoir qu'un écran tactile sur lequel, en fait, il a sa zone de travail et il va
programmer son volume d'eau, programmer le pH, la température, la conductivité en fonction de son listing personnalisé qu'on aura téléchargé dans la machine et avec lequel il va venir retrouver tous les paramètres qu'on lui aura automatiquement intégrés. Donc, il n'a pas à aller les chercher dans les documentations ou dans les fiches de sécurité. Et tout ceci, il peut le faire en plus en accès à distance, c'est-à-dire que clairement, il peut tout à fait, avec son téléphone, le soir, pouvoir paramétrer l'ensemble de ce qu'il a besoin en termes d'eau pour que la machine puisse fonctionner, par exemple, la nuit et qu'à 6 heures du matin, il ait l'eau qui soit prête dans les cuves pour charger et partir traiter parce que les conditions sont correctes. Le but de la machine, quand nous l'avons travaillé au niveau de notre prototype et quand on a commencé à la commercialiser, c'était surtout de mettre énormément d'ergonomie dans la machine pour pouvoir être sûr que l'utilisateur, quand il doit partir pulvériser, on sait très bien que le créneau et le timing est très serré et il ne doit surtout pas attendre que la machine ait fini de l'eau ou ait travaillé son eau. Il doit pouvoir partir directement avec ce qu'il a besoin au niveau de l'eau qui ont été personnalisées. Ça, c'est l'exemple de l'écran tactile qui permet en fait de voir qu'on a un tableau de bord et que l'utilisateur, très simplement, il va savoir pouvoir mettre sa consigne avec le volume d'eau qu'il a besoin de faire et que la machine automatiquement va lui préparer ce qu'il a besoin dans les cuves. Brièvement, voilà comment les unités fonctionnent et surtout, ce qui était important, c'est de savoir que nous, par rapport à ECO et à nos unités, on est allé jusqu'au bout du traitement de l'eau pour pouvoir réellement, que ce soit avec notre cycle de brassage qui permet vraiment de réguler le pH très spécifiquement, la conductivité, la température, être sûr d'avoir une eau qui réponde entièrement au cahier des charges qu'on a besoin pour être sûr que l'optimisation derrière du produit ou du mélange de produits que vous allez faire soit le plus efficace possible. Donc, je relaisse la parole à Bernard pour continuer. Aujourd'hui, par rapport au positionnement d'ECO, on a optimisé les traitements parce que je vous ai dit, et par rapport à la machine, on a aussi optimisé les applications et on y travaille de plus en plus pour avoir des applications et des optimisations de traitement optimum. Et on demande à sécuriser la récolte. Le traitement de l'eau, c'est quoi? C'est un ajustement de dose selon nos problématiques. Et vous allez voir que dans les différents résultats d'essais qu'on va vous présenter et dans le témoignage, vous verrez qu'il y a des ajustements de problématiques en fonction des traitements qu'on va prévoir. Donc, finalement, chaque agriculteur qui aujourd'hui est équipé d'une unité de traitement de l'eau, chacun va créer et faire son propre chemin technique avec la machine parce qu'il va prendre les rênes de cette machine pour justement sécuriser ses traitements, savoir ajuster des doses quand il peut se le permettre parce que l'année est plus facile ou quand les années sont justement plus difficiles, savoir que d'avoir une unité qui optimise les efficacités permettra de sécuriser ce qu'il a besoin de faire au champ. C'est ce qui est très important dans le traitement de l'eau, c'est qu'il n'y a pas de règle générale de diminution de dose en fonction de si on est sur un fongicide, etc. C'est réellement le fait que l'agriculteur doit prendre en main cette machine et venir réguler et ajuster en fonction de ce qu'il a besoin, de ce qu'il a comme problématique au champ. Et c'est ce qui va être révélateur, vous allez le voir dans les résultats d'essais qu'on a menés nous avec certains des utilisateurs, que aussi le groupe Carré a réalisé sur la ferme pilote, c'est vraiment de montrer que le traitement de l'eau est un levier qu'il faut savoir se servir en fonction de ce qu'on a besoin en face et ce qu'on a au champ. Donc là, par exemple, vous avez donc par rapport à une observation finalement de ce qui s'est passé sur un de nos clients utilisateurs qui est le GAEC du Moulin Bleu, qui sont équipés d'une unité écomodule. Et sans rentrer réellement dans les détails, vous voyez bien qu'aujourd'hui, en fonction en fait des années, les IFT justement, on voit bien que par rapport au départ de 2016 et aujourd'hui et jusqu'en 2020, on a réellement un parcours d'IFT qui est en diminution, qui a de temps en temps réaugmenté, mais pourquoi? Parce que justement, il y a des années où très difficiles comme on a eu par exemple en 2019 et où la sécurisation des traitements a permis justement avec l'unité de pouvoir faire des choses plus importantes sans avoir de réelle réduction de dose, mais en tout cas avoir eu une optimisation qu'ils avaient besoin à ce moment-là.
Ensuite, on a aussi fait des essais, par exemple, sur betterave qui ont été très concluants, où là, clairement, on est allé, grâce à notre technicien qui nous a réellement, sur sa propre exploitation, et on l'en remercie, fait des essais en betterave où il est allé justement sur une même parcelle appliquer de l'eau non traitée, donc c'est le rang 3 qui est un rang témoin, avec de l'eau traitée et des ajustements de dose de moins 15% et de l'eau traitée avec des ajustements de moins 30%. Donc sur la diapositive suivante, on va réellement voir que de ce qu'on a en termes d'évolution au niveau du nombre d'adventistes par mètre carré, on voit bien que la ligne bleue étant la ligne standard non traitée et la orange et la grise étant les deux hypothèses à moins 15 et à moins 30%, on voit bien que voilà, l'eau traitée réellement avec même une diminution de dose a permis quand même de garder une très bonne efficacité, puisqu'on voit bien que le nombre d'adventistes par mètre carré a été tenu correctement sur le bas de la courbe. De la même façon, si on passe à la diapositive suivante, on voit que il y a eu réellement des effets et que sur la modalité moins 15% et moins 30%, on a par exemple donc des rendements, on voit le tonnage qui est sensiblement supérieur malgré le fait d'avoir eu des modalités de moins 15 et de moins 30%. Et clairement également, c'est ce que vous voyez, c'est la courbe verte, un résultat économique qui, dû à un rendement supérieur et dû à une économie aussi de réduction de dose, a permis réellement d'avoir 65 € de l'hectare sur la modalité 15% en moins et 104 € de l'hectare d'économie en moins sur la modalité à moins 30%. Donc, c'est des résultats qui sont assez probants, assez positifs et qui permettent de montrer que, bien sûr, on doit faire attention à un ajustement de dose, mais qu'en tout cas, ça fonctionne. Je pense que ce qui peut être aussi très intéressant, c'est d'avoir un utilisateur qui peut vous témoigner justement de ce qu'il a fait et de son parcours avec une machine. Donc, on aura le témoignage de Damien Renard, qui est le ARL de Trémont-Villars et qui, lui, est un utilisateur depuis 2019, puisqu'il a la machine Ecomodule depuis 2019, et qui va nous dire un petit peu comment, lui, il a perçu et il a utilisé le traitement de l'eau. Eh bien, bonjour à tous, Damien Renard, je suis agriculteur à Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise. C'est la région du Plateau Picard, une région de plaine avec une exploitation atypique pour la région qui est concentrée sur la production de légumes pour l'industrie. Je suis agriculteur avec mon épouse. On a une exploitation de 140 hectares. Cette exploitation comporte l'assolement classique de la région, des pommes de terre pour les frites, les chips, des betteraves rouges pour les chips, les frites également, et des oignons jaunes repiqués pour la friture. C'est une exploitation assez intensive avec un système d'irrigation. L'irrigation est présente sur l'exploitation depuis 1980. Alors comme je vous l'indiquais, qui dit culture intensive dit grosse utilisation de produits phytosanitaires. Il y a 4 ans, on a eu une réflexion avec le groupe Carré qui a proposé une formation sur l'efficacité des traitements phytosanitaires. Donc j'ai participé à cette session de formation. Et ce qui m'a interpellé, c'était la façon dont on appliquait les phytosanitaires, à savoir avoir à la base un pulvérisateur performant, mais aussi une nouvelle technique qui permettait de conditionner l'eau avec une machine à traiter l'eau. Donc on a investi suite à une proposition avec le groupe Carré via des financements PCAE. Le cheminement pour cette réflexion, ça a été de se dire je dois pouvoir continuer à réaliser les traitements phytosanitaires dans de meilleures conditions, mais surtout avec une meilleure efficacité. Il y a 4 ans, on ne parlait pas encore énormément de réduction de phytosanitaires. Le fournisseur de la machine a toujours été clair sur le principe. La qualité de la pulvérisation est essentielle pour réaliser une bonne application. Et c'est grâce aux paramètres bon pulvérisateur, bonnes conditions de traitement et le conditionnement de l'eau qu'on arrive à faire des traitements efficaces. Concrètement, le module Eco a été installé dans un bâtiment. Alors sur l'exploitation, nous utilisons de l'eau de forage
La particularité qu'on a sur la région, c'est que notre eau est très dure, donc il faut l'adoucir. Le module est adossé au local phytosanitaire. Nous, ça nous a permis de changer notre mode de fonctionnement. On est 2 sur l'exploitation à effectuer la pulvérisation. L'exploitation étant certifiée Global Gap, on écrit ce qu'on fait et on fait ce qu'on écrit. Donc on se donne un ordre de travail en indiquant pour chaque traitement ce qu'on doit faire appliquer à la machine, à savoir la température de l'eau, le pH désiré et la conductivité désirée. Sachant qu'en général, on prévoit toujours le traitement la veille. Donc sur le module, on peut programmer notre séquence de travail soit par téléphone, soit par l'ordinateur de la maison. Mais moi, j'ai choisi de le préparer de façon assez simple la veille avec mon chef de culture. Ça nous permet de briefer ce qu'on a à faire, sachant qu'en général, les traitements se font de bonne heure le matin. Donc le matin, quand on est amené à réaliser la pulvérisation, que ce soit pour les traitements ou la fertilisation, on a toujours de l'eau qui est prête. Donc le module Eco est assez simple à utiliser. Moi, j'ai 2 cuves tampons qui font 6000 litres. Mon pulvé fait 5000 litres. Donc j'ai toujours 2 fois la capacité de mon pulvé d'eau qui est prête. Donc ce n'est absolument pas une contrainte au niveau organisation. La machine suit largement la pulvérisation de l'automoteur. Ça nous a plutôt rassurés parce qu'au départ, on pensait que ça allait être compliqué. À l'utilisation, c'est plutôt assez simple à faire. Alors aujourd'hui, concrètement, après 4 ans d'utilisation, quel est le bilan de l'utilisation du module Eco? Dans un premier temps, j'allais dire c'est un bilan humain. Ça nous a changé notre façon de travailler. On ne traite plus pour traiter. On traite quand les conditions sont bonnes, avec le bon pulvé et l'eau qui va bien pour avoir une bonne efficacité de traitement. Je peux estimer qu'on a réduit la facture phyto globale de 30% sans altérer les performances techniques et économiques de l'exploitation. Alors le progrès le plus notable, ça a été concernant l'application de glyphosate. Donc vous savez que le glyphosate aime bien être travaillé à des pH très acides. L'exploitation est intégralement tournée aujourd'hui en agriculture de conservation, concernant tous les légumes. Donc jusqu'alors, on utilise encore du glyphosate pour détruire les couverts végétaux. On arrive à détruire des couverts végétaux de grosse végétation avec simplement 360 grammes de glyphosate, l'équivalent d'1 litre. Je pense qu'avant, on était plutôt à 2,5 litres, 3 litres. Le deuxième pas où on a des réductions notables, ça concerne les fongicides. Alors c'est très vrai sur les céréales, c'est plutôt assez facile. Sur les pommes de terre, en général, on a des réductions de 25%. Pour ça, on utilise également des adjuvants qui nous permettent d'avoir un étalement de bouillie, une rétention de la bouillie. Concernant les désherbages, j'ai réduit un petit peu moins, j'allais dire 15-20% les désherbages. Ce qui me semble très très important, c'est d'avoir des champs propres. Donc là-dessus, je ne veux pas avoir de failles et avoir des problèmes de salissement. Sur les légumes d'industrie, ça peut être vite un gros problème. Au-delà de l'aspect économique qui est non négligeable sur l'exploitation, ça nous a surtout permis d'avoir une nouvelle réflexion sur notre façon de travailler et d'engager l'exploitation vers la certification HVE qu'on a obtenue depuis 3 ans grâce à l'association EcoFit, qui nous a permis aussi également d'anticiper les nouvelles réglementations concernant la réduction des phytosanitaires. Je pense qu'on sera largement prêt pour cette étape-là qui va avoir lieu d'ici 2025-2030. Le groupe Carré s'est engagé sur les stations de traitement de l'eau depuis 2018. Donc là, je vais vous présenter des résultats d'essai du travail qui a été fait. Je pense qu'il y a peu d'acteurs, en tout cas dans le nord de la France, qui ont autant travaillé le sujet de manière technique qu'on a pu le faire. Ça s'est fait, moi je vais vous le présenter, mais je tiens d'abord à remercier toutes les équipes qui s'y sont impliquées. Donc ça a démarré par Didier de Courcelles, qui était technicien chez nous, qui travaille aussi beaucoup dans le monde de l'oignon, qui a eu des contacts avec Bernard. C'est le cas de Philippe Leclerc, qui était mon prédécesseur, qui s'est beaucoup impliqué sur le sujet
du traitement de l'eau, David Vandenberg, notre responsable expérimentation, puisqu'il en a mené une bonne partie, différents agriculteurs aussi, avec qui on a travaillé le sujet. Leur retour d'expérience nous ont beaucoup aidé sur la manière d'orienter nos essais, et nos partenaires filières dans l'association Ecofit, donc notamment les gens des betteraves avec Tereos, les pommes de terre avec l'entreprise McCain et le réseau Vitalis, qui ont travaillé ces sujets-là avec nous, et puis d'autres filières, notamment les oignons, ou les gens des endives, là où on a fait aussi des essais là-dessus. Qu'est-ce qu'on retient chez Carré? Je vous en ai fait les résumés de ces 3-4 ans d'essai. Donc, sur blé en désherbage, on a remarqué que le traitement d'eau permet des gains d'efficacité sur la majorité des programmes. Quelles que soient les matières actives qu'on a, on gagne 1 point. Vous savez que sur l'efficacité des désherbages, on met des notations. Et en moyenne, sur les différents essais, on gagne 1 point de qualité de désherbage, d'efficacité là-dessus. Et puis l'essai qu'on avait fait en 2021, où on avait 24 modalités différentes et on avait gardé à chaque fois une modalité avec le traitement de l'eau. Sur ces 2 essais, la meilleure efficacité sur les 24 modalités, c'est celle où on a aussi du traitement de l'eau associé. Donc voilà, pour nous, il y a vraiment un gain supplémentaire en efficacité de désherbage. C'est le cas en céréales, c'est le cas en betterave. On a vu des tendances favorables pour accroître l'efficacité des désherbages. C'était le cas dans l'année 2021 aussi, avec des différences selon les fleurs proposées. Sur colza, on a fait un essai assez intéressant avec des colzas en plan de campagne. Et on avait 2 axes, la réduction l'utilisation en réduction des herbicides pour la destruction des plants de campagne. Donc là, on a montré l'efficacité du traitement de l'eau qui permet aussi d'accéder à une baisse de dose pour la destruction des plants de campagne, et une efficacité similaire pour une baisse de dose de 15% pour notamment le traitement des altises. En pommes de terre, on a travaillé le sujet sur plusieurs années, et on a montré, notamment en 2020, avec une analyse beaucoup plus précise, une efficacité supplémentaire de 10% du traitement de l'eau pour le défanage, qu'il soit avec des produits phytosanitaires ou des produits de biocontrôle qu'on a commencé à travailler, donc notamment le Beluca, l'acide pélargonique, ou le VG-Stop, qui est sur une base de polymère de zinc, qui ont très bien réagi aussi au traitement de l'eau. Dernier élément, donc là on sort du désherbage, mais c'est sur les traitements antigéminatifs, donc l'application d'hydrazine maléique en fin de végétation pour aider la pomme de terre à mieux se conserver au bâtiment. On a vu sur 2 années de suite qu'on a des tendances positives d'application avec de l'eau traitée pour que le produit pénètre mieux dans le tubercule et gagne de l'efficacité dans la conservation des pommes de terre. Donc ça, c'est une première vague. Et ensuite, on a beaucoup travaillé sur les fongicides, sur différentes cultures. Donc sur blé, que ce soit le traitement de l'eau, les adjuvants, dès qu'on est rentré dans des baisses de dose, on a souvent des décrochages de rendement par rapport à une dose pleine, une dose homologuée, mais ces réductions de rendement, pardon, ne sont pas forcément très importantes. Il y a eu des années où la pression n'était pas si forte, où les écarts se font de 1 à 2 quintaux entre une dose pleine et une dose réduite avec l'appui du traitement de l'eau. Donc aujourd'hui, sur plusieurs années, on a montré que en associant du traitement de l'eau, certains adjuvants et des produits de biocontrôle ou stimulation des défenses naturelles, on est en capacité de faire presque aussi bien, pas aussi bien, mais presque aussi bien que des doses pleines dans les performances agronomiques pour le blé. Sur escourgeon et sur une année, donc à confirmer, mais sur une visibilité qui était quand même pas négligeable, de 13 quintaux hectares, on a obtenu un meilleur rendement avec une baisse de dose et de l'eau traitée complétée avec un anti-stress, donc de glycine bétaïne, qui s'appelle l'Intracel, par rapport à une dose pleine sur la culture. C'est une année, mais c'est quand même un résultat assez positif. En 2019, on a eu aussi une tendance positive en baisse de dose pour le traitement de la cercosporiose sur betterave, avec un petit gain de rendement de 3 tonnes hectares, voilà, qui donne des tendances positives. Et là où on a le plus investi, c'est avec nos partenaires sur la gestion des fongicides en pommes de terre, puisque depuis 4 ans, on mène des essais sur une plateforme, donc avec le partenaire Stafid, donc on inocule le mildiou volontairement
pour que chaque année, on ait de la contamination et vérifier l'efficacité des produits. Et donc, sur cette plateforme, on a montré, avec différents programmes, qu'on était en capacité de baisser les doses. On y allait progressivement pour aller jusqu'à des baisses de doses de 50%. Au départ avec des pertes de rendement, et puis en affinant nos programmes, on a remarqué que, pas sur toutes les variétés, pas sur toutes les années, mais globalement, on a arrivé à maintenir les mêmes niveaux de performance en termes de protection du milieu et effet sur le rendement, dès lors qu'on s'est associé des programmes qui vont bien avec du traitement de l'eau, le bon emploi d'adjuvants, des produits de biocontrôle et ou des produits de biostimulation qui viennent conforter les défenses naturelles de la plante. Donc aujourd'hui, par exemple, en 2021, qui était une année, vous savez, avec très forte pression milieu, donc c'est quand même l'année test pour ces programmes, on a réussi à maintenir les mêmes niveaux de rendement pour 2 variétés sur 3, avec des doses réduites par rapport à une dose pleine là-dessus. Donc c'est quand même des résultats probants qu'on positionne et qu'on conforte aussi avec les pratiques de nos agriculteurs qui sont engagés avec nous dans des programmes de réduction de doses volontairement dans l'association EcoFit et en route vers la certification HVE. C'est ce qu'on a réussi à démontrer. Et un dernier parce qu'on a souvent enfin on a quelquefois des retours qui nous disent ah oui mais moi j'ai testé le traitement de l'eau, j'ai pas vu d'effet, les essais sont pas forcément faits dans les mêmes conditions que celles des agriculteurs, et donc on a voulu vérifier ça avec un partenaire SDP qui est spécialisé dans les adjuvants, qui a les mêmes questions que nous entre les adjuvants et les traitements de l'eau, sur la manière dont on teste les produits sur le terrain. Et donc on a fait un essai comparatif entre les adjuvants et le traitement de l'eau sur fongicides céréales, pour voir dans les mêmes conditions de traitement entre la pulvérisation à dos et la pulvérisation au quad, si on avait des efficacités différentes. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, le quad, il donne quand même une capacité de réponse un peu plus importante sur ces améliorations de caractéristiques de la bouillie, soit par les adjuvants, soit par le traitement de l'eau, et ça se remarque dans différentes conditions. Donc en fait, ça nous a conforté pour nous dire, on peut voir des choses en pulvérisation à dos, mais plus on va se rapprocher des conditions agriculteurs en termes de vitesse, en termes de volume de pulvérisation, plus on va pouvoir être en capacité de vérifier l'expression des propriétés des adjuvants et du traitement de l'eau là-dessus. Voilà, donc ça, c'est vraiment un condensé des références qu'on a travaillées ces dernières années. Comme vous l'a dit Audrey, on s'appuie, puisqu'on a la chance d'avoir une station de traitement de l'eau éco sur la ferme pilote. Beaucoup de ces expérimentations sont faites avec la station. Et puis, quand c'est un petit peu plus loin, on trouve une manière de produire l'eau adaptée pour nos traitements quand ils sont délocalisés. La finalisation du traitement de l'eau, comme vient de le dire Philippe Touchet, c'est en gros aujourd'hui, hier on nous demandait de faire des applications de produits phytosanitaires, on nous demandait de jouer sur la dégradation, sur la demi-durée de vie, sur en gros baisser les IFT. Aujourd'hui, avec la jonction de nouveaux produits type biostimulants, biocontrôle, pH redox, association d'acides aminés, association de différents produits qui arrivent, nous allons avoir l'obligation d'avoir un support qui soit le plus propre possible, à la fois en TH, donc en dureté de l'eau, à la fois en pH et à la fois en conductivité. Ce qui veut bien dire que plus on va avancer sur l'utilisation, comme vient de le dire Philippe, sur l'utilisation de biocontrôle et biostimulants, plus on devra avoir un support qui est l'eau traitée de façon professionnelle. Voilà ce qu'on peut dire en conclusion sur le traitement de l'eau travaillé par ECO. Pour conclure, donc on va repréciser l'approche carrée qu'on a travaillée avec ECO ces dernières années. Donc le traitement de l'eau, c'est un outil, comme vous le disiez Maud aussi, c'est un outil dans votre boîte à outils. La boîte à outils sur la pulvérisation, elle doit activer tous ces outils et c'est comme ça qu'on devient un bon bricoleur. Et la première étape, c'est de cibler des bonnes conditions de traitement. Voilà, ce que font la plupart des agriculteurs. Et c'est pas facile de topper ces bonnes conditions de traitement. Et on essaie d'accompagner les agriculteurs avec différents outils sur cette première étape. Deuxième étape,
il faut une qualité de pulvérisation au top. Ça passe par la qualité de bouillie, le bons éléments. Ça passe aussi par ces réglages au niveau du pulvérisateur, qu'on soit au top sur les conditions de qualité de PUV. Dès lors qu'on a activé ces deux étapes, on peut aller sur des baisses de dose atteignables. Aujourd'hui, le recul de nos essais plus les retours d'expérience des agriculteurs nous donnent, en fonction des profils, en fonction des produits, des marges de manœuvre plus ou moins importantes selon les produits, selon les profils d'agriculteurs, selon les conditions de pulvérisation, pour bien conseiller là-dessus. Et donc, le message, c'est vraiment d'une approche technique du traitement de l'eau avec un partenaire comme ECO, mais des discours qu'on peut entendre sur le terrain de réduction automatique, de baisse de dose, sans travailler sur la qualité de pulvé ou sur les bonnes conditions de pulvérisation, nous semble aujourd'hui pas correspondre à ce que nous, on travaille avec nos partenaires et pas, on va dire, de sécurisant par rapport aux agriculteurs là-dessus. On tenait à le rappeler. Et pour conclure, voilà, donc sur le défi des agriculteurs, il y a des enjeux de production extrêmement importants avec, c'est un fait, une liste de solutions chimiques qui tend à diminuer en nombre et malheureusement aussi pour certains en efficacité avec des phénomènes de résistance qui sont grandissants. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention à préserver la chimie qui nous reste et l'utiliser de la manière la plus durable possible en cherchant déjà, Bernard le mentionnait, les produits de substitution ou d'appui qui vont pouvoir nous aider dans la protection des plantes et la lutte contre les bioagresseurs. Le traitement de l'eau, depuis 4 ans qu'on y travaille, c'est une voie qui est intéressante pour, optimiser l'efficacité des produits. On a vu des vrais appuis, notamment sur certains sujets en désherbage ou en fongicide, pour optimiser l'efficacité des produits adaptés. Je le redis, mais plusieurs agriculteurs étaient là, quand on est venu voir des essais en pommes de terre et qu'on voit l'effet sur la végétation d'une pleine dose qui a été accentuée par l'effet du traitement de l'eau, c'est visible, on est tous devant, c'est assez imparable cet aspect-là. Et deux, la capacité de cette technique pour aider, en tant que boîte à outils, une baisse raisonnable des doses avec les pratiques de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, les machines de traitement de l'eau, comme ça vous a été expliqué, ça joue sur 3 paramètres principaux, la dureté, le pH et la conductivité de l'eau. Elles ne remplacent pas toutes les fonctions des adjuvants. Donc en gros, quand vous équipez d'une station de traitement de l'eau, il y a des choses qui vont bouger sur l'utilisation des adjuvants que vous aviez. Certains, notamment acidifiants, n'ont plus forcément raison d'être, mais d'autres produits, notamment sur des propriétés de collants ou d'antidérive, restent intéressants en fonction des conditions de traitement. On a évalué les baisses de doses possibles par type de produit, comme je vous disais, à partir d'essais de retour des agriculteurs équipés. Donc aujourd'hui, on sait avoir une approche technique et conseiller, en tout cas rendre des avis aux agriculteurs sur nos résultats d'essais sur le sujet. Et on rappelle que ces techniques, ça demande de l'implication et de la formation parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces dans le cadre d'une démarche agronomique globale qu'on mène par exemple avec l'association Ecofit et dans la maîtrise des différents paramètres de pulvérisation. Aujourd'hui, ce qui nous conforte dans le fonctionnement avec Eco, c'est qu'on a la même approche de dire que le traitement de l'eau, la qualité de PUV, c'est un sujet technique, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Et c'est comme ça qu'on travaille et qu'on continue à travailler ensemble là-dessus. Je remercie Audrey et Bernard pour la confiance dans ce travail-là. Merci à vous aussi pour la confiance que vous nous apportez au sein du groupe Carré et au sein du GI2E Ecofit, parce que réellement, on a avancé, nous aussi, grâce à vous, sur beaucoup d'approches et sur de l'évolution de nos machines aussi en fonction des besoins et des attentes utilisateurs sur le terrain. Et c'est une très belle dynamique pour aller encore plus loin ensemble. Et je pense, comme tu viens de le souligner, Philippe et Maud, c'est que le traitement de l'eau, c'est quelque chose qu'on doit voir à plusieurs, donc de travailler à la fois économiquement et surtout à la fois techniquement, qui nous permettra d'être beaucoup plus objectifs sur les résultats qu'on peut avoir avec cette méthode-là. Merci beaucoup au groupe Carré, merci beaucoup à Ecofit et au GI2E qui nous a permis d'avancer sur tout cet aspect technique, cette validation technique qu'on peut avoir au bout de 8 ans de travail sur ce point-là.
Merci à vous pour votre intervention. Avant de donner la main aux participants qui auraient des questions, faire un petit point sur nos prochaines actualités. Donc, comme je vous disais en début de webinaire, donc ce webinaire sera disponible en replay sur notre page YouTube. Dans le mois qui suit, on va avoir plusieurs événements. Donc, un carré performance sur le capteur IGO. Donc, vous avez l'occasion de venir voir que fait ce capteur et de pouvoir repartir avec votre capteur paramétré pour votre exploitation et le tester gratuitement pendant un mois. Donc ça, c'est demain. Vendredi prochain, un carré performance sur savoir décrypter une analyse de sol. Donc l'objectif, c'est de venir avec vos analyses de sol et qu'on puisse vous expliquer quels sont les indicateurs principaux à regarder, quelles sont les valeurs plancher et les valeurs hautes pour savoir vous situer, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien sur tel indicateur, et d'avoir les réponses à vos questions sur voilà mon analyse de sol, qu'est-ce que je dois en tirer et quels sont les éléments à faire pour l'améliorer s'il y a besoin. Le 2 mars, on fait une deuxième édition de Pulvé by Night. Donc l'objectif, c'est de venir découvrir de nuit en plein champ la différence différence de gouttes, la différence des effets que peuvent avoir le traitement pas le traitement de l'eau, pardon, les adjuvants ou les différentes buses sur votre pulvérisation grâce à un colorant fluo. Le mercredi 8 mars, on va avoir la restitution de nos essais micro-irrigation. Et le 22 mars, un carré performance sur les indicateurs de vie des sols. Donc un peu sur le même principe que l'analyse de sol, quels sont les indicateurs à suivre pour savoir où j'en suis dans la vie de mes sols, quelles sont pareil, les bonnes valeurs à avoir en compte et comment le faire concrètement sur son exploitation. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur notre site internet dans l'onglet formation et vous rappeler aussi qu'on propose des formations de renouvellement de certificats tous les premiers vendredis du mois. Pour suivre nos actualités, vous avez plusieurs possibilités. Lire nos newsletters qui sont disponibles sur notre site internet, nous suivre sur les différents réseaux sociaux et intégrer deux groupes WhatsApp différents. Donc soit celui de la ferme pilote avec des actualités de la plaine et nos événements, ou alors celui du marché des céréales qui est animé par Jean. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Oui, bonjour. Donc je vous remercie pour ces éléments. Je voulais avoir un petit peu une idée du process en fait. Si on veut aller plus loin, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, vous pouvez revenir vers votre technico du groupe carré qui saura vous aiguiller sur la démarche à faire. Dans un premier temps, l'objectif, ce sera de dimensionner la station de traitement de l'eau, voir en fonction de vos besoins et de vos habitudes de traitement, quelle est la meilleure station pour répondre à vos besoins et de pouvoir la dimensionner, parce que chaque station est dimensionnée vraiment au cas par cas pour chaque agriculteur. N'hésitez pas à revenir voilà, sur votre technicien carré ou sur en tout cas l'interlocuteur que vous avez. Comme ça, on pourra se mettre en lien et ensuite voir de quelle façon après, voilà. Bernard peut venir avec le technicien pour regarder, évaluer et puis vous donner un peu plus de précision si vous en avez besoin sur la machine, son fonctionnement et la façon d'après du process du traitement de l'eau. En tout cas, on va terminer la séance ici. Vous remercie beaucoup, Audrey et Bernard, pour ce témoignage. Et comme merci à vous. Vous pourrez trouver le webinaire en replay accessible sur notre chaîne YouTube. Et merci à toutes les personnes connectées aujourd'hui qui ont écouté. Et n'hésitez surtout pas à revenir sur le groupe carré si vous avez des questions ou voilà, des détails à demander. Surtout, on vous répondra avec grand plaisir. Merci Maud et merci Philippe. Merci. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.